Je vais vous parler de la mesure en psychologie avec cette idée comme message central que on ne peut en passer que par une phase de construction si on veut mesurer quelque chose en psychologie. Je suis d'ailleurs pas tellement sûr que ça se pose différemment dans d'autres disciplines, mais on va dire que en psychologie, sans doute, ça se pose de manière plus cruciale. Si vous êtes intéressé, il y a une version interactive de ce diaporama. Ce que vous voyez ici à l'écran, en fait, ce sont des captures d'écran, donc je ne vais pas pouvoir bouger les curseurs que vous verrez sur certaines diapos, mais si vous flashez le QR code qui se trouve ici, vous pouvez l'avoir sur votre tablette ou sur votre téléphone et vous jouer avec les curseurs. J'expliquerai verbalement du coup les diapos qui sont normalement interactives. Alors je vais vous parler de plusieurs choses. Je voudrais en fait vous montrer à travers 3 exemples la façon dont on peut construire des mesures. J'ai choisi ces exemples par ordre de complexité croissante ou par ordre d'abstraction croissante. Le premier exemple, ce sera la mesure des compétences. Le deuxième exemple, ce sera la mesure de la dépendance à des substances. On grimpe un niveau dans l'abstraction. Et le troisième exemple, ce sera la mesure de la disposition à changer son comportement, quelque chose qui est encore plus abstrait. Et j'espère, à la faveur de cette abstraction croissante, pouvoir vous montrer tout l'enjeu qu'il y a à construire ce que nous allons appeler une fonction de réponse. Un petit mot peut-être sur la psychologie, si jamais vous n'êtes pas familier de ce champ-là. Il n'y a pas de définition tellement consensuelle, autant vous le dire. Mais enfin, on peut dire de manière très générale que c'est la science qui étudie la structure et le fonctionnement de l'activité mentale et des comportements qui lui sont associés. C'est une définition qui ne mange pas de pain et qui est assez large pour pouvoir recouvrir beaucoup de choses. Mais ce qui va nous intéresser ce matin, c'est de voir comment, dans les intérêts des psychologues qui sont extrêmement divers, eh bien, on va trouver des choses qui sont assez facilement objectivables, en fait, dans des comportements ou dans des réussites sous la forme de performance à des tâches, par exemple, des exercices de mémoire ou de raisonnement ou d'apprentissage. Et puis, on va trouver aussi des terrains d'application qui sont beaucoup plus abstraits. On va vouloir parfois mesurer des émotions, des valeurs, des opinions, et là on commence à toucher à des domaines où, en apparence, en tout cas, la mesure devient plus problématique. En tout cas, la psycho, c'est à la fois un champ de recherche, bien sûr, d'un point de vue scientifique, et aussi un champ de pratique qui est assez large, assez phénoménal. Donc ce que je vous dirai aujourd'hui n'est sans doute pas applicable à tous les champs pratiques de la psycho, mais dans une certaine mesure, les champs d'application de la psycho cherchent à utiliser les résultats de la recherche, bien sûr, pour pousser un peu plus loin la pratique et essayer de la fonder en recherche autant qu'il est possible. Je vous dis un petit mot de mon métier, je suis psychométricien, ça veut dire que je m'intéresse aux modèles de mesure en psychologie, mais aussi aux modèles statistiques du comportement. Et on attend de ces modèles-là, c'est l'ambition, en tout cas on n'y réussit pas toujours, mais on attend de ces modèles statistiques du comportement qu'ils soient au minimum descriptifs du comportement des sujets qu'on étudie, de sorte que la description soit un minimum consensuelle. Comment peut-on décrire simplement un état comportemental de manière qui ne fasse pas ambiguïté ou qui puisse mettre plusieurs personnes d'accord ? On veut aussi que ces modèles aient une composante bien sûr explicative. Nous voulons saisir les causes du comportement, même quand elles sont multiples. Nous voulons des modèles qui soient capables de mettre en lien des causes et des effets dans le comportement. Et nous voulons aussi des modèles qui soient prédictifs. Nous voulons avoir des modèles qui sont capables de prédire dans une certaine mesure le comportement ultérieur de la personne. Quand je dis prédictif, je veux dire prédictif en probabilité. Nos modèles ne sont pas des modèles mathématiques, ils sont des modèles statistiques, c'est-à-dire formulés fondamentalement en probabilité. Évidemment, le psychologue, pour atteindre cet objectif-là, le psychométricien, tous les psychologues ne sont pas dans cette manière de travailler, mais en tout cas le psychométricien, lui, il a besoin de mesures pour fonder ses modèles, bien entendu. Et ces mesures, elles peuvent être de qualité ou de degré de complexité différentes. Vous pouvez avoir des mesures relativement objectives, binaires, en termes de réussite, échec à des tâches. Vous pouvez avoir des mesures un peu plus subtiles qui sont des mesures d'opinion, souvent sur des échelles graduées. Quand on demande aux gens de nous dire s'ils ne sont pas d'accord ou entre les deux ou sans opinion, on a là des réponses qui sont plus qualitatives et subjectives par nature, mais on peut faire des choses avec ça aussi. On peut aussi avoir des mesures qui sont directement numériques continues, par exemple quand on mesure le temps mis pour répondre ou le temps mis pour résoudre une tâche, ça constitue un autre type de mesure. Quelle que soit la nature, le niveau de mesure, comme on dit dans notre jargon, eh bien, on va chercher à mettre en modèle ces différentes mesures. Je vous donne un premier exemple. Imaginez qu'on veuille mesurer en effet une aptitude cognitive, une compétence. Et je vais prendre un exemple simple que je connais bien. C'est celui qui consisterait à essayer de mesurer la compréhension, la capacité de compréhension de texte chez les enfants. Pourquoi je vous parle de cet exemple ? Parce qu'on a un petit groupe de chercheurs à Rennes qui développons une plateforme numérique d'évaluation automatique de cette compétence.
en même temps qu'un programme pédagogique associé. La plateforme s'appelle TACIT, T-A-C-I-T, ça veut dire Testing adaptatif des compétences individuelles transversales. Vous pourrez trouver la plateforme en ligne. Et cette plateforme consiste à proposer des petits exercices qui vont des très simples comme celui-ci à des choses beaucoup plus complexes aux enfants, en leur demandant de répondre à une question sur quelque chose qui n'est pas dit explicitement dans le texte. Par exemple, ici, dans cet exemple, on dit à l'enfant « Hier, j'avais une compétition, j'ai perdu un combat, mais j'ai quand même réussi quelques belles prises. De quel sport s'agit-il » À aucun moment dans l'énoncé, le mot « judo » n'est prononcé, évidemment, ni même aucun autre élément, si ce n'est le mot « prise », qui est censé désambiguiser dans le contexte et donc permettre à l'enfant de choisir la bonne réponse dans ce contexte-là. C'est un exemple ultra simple, mais il y a dans la base de Tacite à peu près 8000 exercices de difficulté croissante. L'idée, c'est la suivante. Bien sûr, on va regarder si l'enfant apporte la bonne réponse à cette question simple, okay. Mais ce que nous voulons, c'est pas évaluer ce que je vais appeler la performance de l'enfant, c'est-à-dire le fait qu'il réussit ou non concrètement à cet item-là. Dans notre jargon, un exercice, on appelle ça l'item. Mais on veut pouvoir extrapoler, on veut pouvoir inférer de la réussite d'un enfant à cet exercice et à d'autres exercices quelque chose de plus abstrait qu'on va appeler la compétence. La compétence, ça n'est pas la performance. Je ne vais pas juste inférer que l'enfant est compétent parce qu'il a su répondre correctement à l'exercice que je viens de lui proposer. Je vais lui proposer un grand nombre d'exercices et à travers les réussites et échecs d'un grand nombre d'exercices dont je vais chercher aussi à détecter la difficulté variée, je veux pouvoir offrir une synthèse de ces différentes performances à des exercices de difficulté variée sous la forme de ce que nous allons appeler une quantification de sa compétence. Et ça, c'est un challenge, parce que comment faites-vous, lorsque vous enregistrez un certain nombre de réussites ou échecs à un grand nombre d'exercices qui sont proposés aux enfants, comment faites-vous pour synthétiser ces réussites et échecs sous la forme d'un score numérique unique qui va représenter ce que nous allons qualifier de compétence de l'enfant? C'est ça le challenge principal. Alors je vous donne un exemple du type de structure de données qu'on collecte dans ce type de recherche et de mise en application. Ce n'est pas de la pure recherche pour le coup, c'est le déploiement d'une plateforme pédagogique réelle. Vous voyez la forme de ce tableau. Je représente ici 5 enfants, 5 sujets en ligne, et puis 4 items en colonne, c'est-à-dire 4 exercices. Et au carrefour de ces sujets et de ces exercices, j'indique par un 1 le fait que l'enfant a réussi et par un 0 le fait que l'enfant a échoué à l'épreuve en question. Vous notez quand vous regardez la structure de ce tableau qu'il y a des exercices qui sont plus difficiles que d'autres, a priori. On voit que le premier, par exemple, n'a été réussi que par un seul enfant. Il y en a d'autres, par exemple l'exercice numéro 2, qui a été réussi par 2 enfants seulement, et ainsi de suite. Donc par somme en colonne, je peux voir empiriquement que certains exercices ont l'air d'être plus souvent réussis que d'autres. On peut donc, au moins empiriquement pour l'instant, on va faire mieux tout à l'heure, ranger par difficulté empirique les différents exercices. Et puis vous pouvez faire la même chose, bien sûr, en ligne sur les enfants, sur les sujets. Vous pouvez regarder combien d'exercices ils ont réussi sur l'ensemble des exercices qu'on leur a proposés. On voit par exemple que l'un des enfants, le numéro 4, n'a rien réussi sur les 4 exercices qu'on lui a proposés. Et puis il y en a un autre, le numéro 3, qui a tout réussi, et vous avez quelques degrés intermédiaires. On peut observer simplement que les exercices, tout comme les enfants, peuvent être en quelque sorte rangés, les uns par difficulté, les autres par compétence. Quand on décide de ranger ou de re-ranger ce tableau, en ordonnant les colonnes par difficulté croissante et les lignes par performance croissante, on obtient donc un re-rangement de cette matrice qui vous donne à voir une structure assez typique qu'on appelle une structure triangulaire. Et qu'est-ce qu'elle a de spécifique, cette structure triangulaire? C'est que, vous le voyez ici, tous les 1 sont en dessous de la diagonale de la matrice et tous les 0 sont au-dessus. Évidemment, j'ai fait exprès de vous donner un exemple ici parfait. Sur des données réelles, vous imaginez bien que la frontière entre les 0 et les 1 peut être un peu plus changeante que ça. Mais c'est pour illustrer cette notion que c'est typiquement une structure de données que l'on recherche quand on veut mesurer une compétence cognitive. Pourquoi? Parce que cette structure qu'on appelle une structure cumulative illustre parfaitement le principe du qui peut le plus, peut le moins. Sur chaque ligne, pour quelque exercice réussi ou pour quelque réussite que vous preniez, eh bien, il est précédé par d'autres réussites. Quelle que soit la réussite que vous preniez sur une ligne, ce 1 est précédé d'autres 1 auparavant. Par contre, au-delà de cette réussite, vous n'êtes pas assuré d'avoir une autre série de 1, vous comprenez l'idée. Qui peut le plus,
peu le moins. Si j'ai réussi un exercice difficile, il est fort probable que je vais réussir des exercices plus faciles, mais pas nécessairement l'inverse. Il y a donc une structure dissymétrique qui donne toute sa caractéristique à la structure dite cumulative de ce type de données de compétences ou de performance. Si je dessine maintenant cette matrice sous une représentation, sous une forme graphique, vous voyez ici à droite différentes boîtes qui représentent les exercices, d'accord ? C'est la même information, exactement la même, j'ai rien ajouté, c'est simplement différentes boîtes qui représentent les items rangés. Et puis à l'intérieur de chacune des boîtes, vous avez les sujets qui sont rangés par ordre de performance. Et vous voyez par exemple que le premier sujet, celui qui a le moins réussi, eh bien, ce sujet-là, il a tout raté en réalité. Sur chacun des exercices, il a un échec. 0 et 1 ici viennent représenter l'échec et le succès respectivement. Et puis on voit typiquement que, en effet, on a une structure de données où une série de 0 précède une série de 1. Une série de 0 précède une série de 1. On peut ranger la matrice sous cette forme. Là encore, sur des données réelles, bien entendu, il y aurait un petit peu plus de variabilité, notamment dans les zones centrales pour ça. Mais vous comprenez l'idée. Les sujets sont rangés par compétences croissantes sur l'axe horizontal, et puis les différentes boîtes représentent les exercices rangés par difficulté croissante. On va franchir un pas à travers ce schéma en marche d'escalier, où les 1 viennent succéder aux 0. Nous allons essayer de faire émerger une autre structure un peu plus abstraite, qui est une structure de probabilité. Nous allons imaginer que derrière cette succession de 0 et de 1, il y a un mécanisme aléatoire qui fonctionne, avec une espérance de réussite, c'est-à-dire une probabilité de réussite, qui grandit en fonction d'une variable latente, une variable de compétence. Vous voyez qu'ici, mon axe horizontal, désormais, c'est plus une ordination sur les sujets, par ordre de performance empiriquement constatée croissante. Ce que nous avons désormais est une variable abstraite que nous supposons, que nous ne connaissons pas, une variable latente numérique qui est censée résumer la compétence des enfants. Et puis ce que je représente ici, ce ne sont plus des 0 et des 1, mais la probabilité de voir apparaître un succès. Elle est faible à gauche et elle est grande à droite, puisque la compétence est plus grande dans cette arbitraire de représentation à droite. On voit par exemple que l'item rouge ici est plus facile que l'item bleu. Parce que, fixons les idées, pour atteindre une chance sur 2 de réussir à cet exercice, il faut un niveau de compétence qui est en dessous de ce qu'il faut pour l'item bleu. Ici, pour réussir avec une chance sur 2 cet exercice, il faut un niveau de compétence plus élevé. Dans cette représentation abstraite qui est une pure construction, qu'on appelle en psychométrie le modèle de Rasch, pour des raisons historiques qui tiennent à son inventeur, qui était un mathématicien danois. Cette construction, qui est un modèle de probabilité de réussite, vous permet en fait de représenter, à condition qu'elle offre une bonne description de la réalité de nos données, elle vous permet de représenter conjointement sur un axe horizontal à la fois les sujets par compétence et à la fois les exercices par difficulté. Quel est l'intérêt pédagogique? Il est énorme en fait, parce que autant un enseignant sait très bien hiérarchiser des exercices par difficulté croissante, il sait très bien ce qui va être difficile pour ses élèves et ce qui va être facile pour ses élèves. Autant un enseignant sait très bien qui sont les élèves qui sont les plus avancés dans sa classe ou les moins avancés, et ceux qui sont au milieu. Il est beaucoup moins intuitif d'être capable de définir une distance entre un enfant et un exercice. Et c'est très exactement ce que vous propose ce modèle, c'est de plonger les deux types d'objets, pardon pour l'expression, que sont les enfants et les exercices, dans un même espace, avec une métrique commune qui permet de définir réellement une distance entre les deux. Et les applications pédagogiques derrière sont très importantes. Avant d'y venir, j'attire votre attention sur le fait que dans un tel modèle de pure probabilité, eh bien, vous voyez par exemple ici, si je positionne une compétence de référence à peu près dans une zone centrale, cet enfant qui aurait cette compétence-là, il a 0,79 en probabilité de réussir l'item rouge, il a 0,16 en probabilité de réussir l'item bleu, il a moins de chances de réussir l'item bleu que l'item rouge, ou encore il a un pourcentage de chance qui est non négligeable de réussir l'item rouge, et pourtant, regardez bien, les deux ronds qui sont en bas figurent le résultat concret qu'il a eu simultanément à l'item bleu et à l'item rouge, et dans les deux cas, il les a ratés. Autrement dit, le modèle que nous avons là est un modèle qui éventuellement se distingue de la réalité observable parce que c'est un modèle de probabilité. Vous avez des enfants qui ont la compétence nécessaire et qui pourtant échouent, et vous avez des enfants qui n'ont pas la compétence et qui réussissent par chance. Nos modèles permettent précisément de représenter cet aléa. On a changé de niveau, on est passé d'une suite empirique de 0 et de 1 à une fonction
de probabilité. Donc ici, mes 4 boîtes, je les représente finalement sur un format analogue à ce que j'ai dessiné tout à l'heure avec mes suites de 0 et de 1 par des points noirs, d'accord ? Et on voit qu'on peut représenter simultanément autant les sujets que les items. Les positions des enfants et les positions des exercices vont être considérées comme des paramètres inconnus dans un modèle statistique, dans cette représentation particulière. Et on a besoin, bien entendu, d'estimer ces paramètres, ce que l'on fait avec des routines numériques spécialisées. Et ce à quoi ça nous amène, c'est à la possibilité pédagogique de sélectionner dans une base d'items qui peut être très large, plusieurs milliers d'exercices, très exactement les exercices qui vont être les plus adaptés au niveau de compétence de l'enfant. C'est ce qu'on appelle un enseignement adaptatif, associé à ce qu'on appelle aussi le testing adaptatif, c'est-à-dire la capacité à aller mesurer la compétence d'un enfant en n'ayant pas besoin de lui donner des exercices trop difficiles ou trop faciles, parce qu'on a un petit algorithme qui s'adapte au fur et à mesure où l'enfant réussit ou échoue toute une série d'exercices. L'algorithme automatiquement s'ajuste et vient à la fin fournir une évaluation de sa compétence. En quelques items, en 8-9 exercices, on sait très exactement où est un enfant, alors que dans des formulaires plus classiques, on a facilement besoin d'une vingtaine d'exercices pour avoir la même qualité métrologique. Donc c'est assez intéressant. Et là, ce que je vous ai montré ici, c'est une capture d'écran de la plateforme Tacite, un extrait de la plateforme Tacite et de ce que voit un enseignant qui a fait passer le test à sa classe une première fois, une première évaluation en début d'année. Ici, c'est une classe de CM2. Et puis une deuxième fois à la moitié de l'année à peu près, un petit peu avant, à la fin du premier trimestre. Et on voit que globalement, les bâtons qui représentent la position des enfants en termes de compétences estimées, eh bien, se sont légèrement déplacés vers la droite, c'est-à-dire l'ensemble de la classe progresse et se rapproche de la norme de CM2, dont la moyenne se trouve ici, dont la moyenne nationale se trouve ici, étalonnée sur une grosse population. Et cet outil-là permet donc à un enseignant non seulement de voir le progrès global de sa classe dans le déplacement du nuage de bâtons, mais également pour un enfant donné, d'aller lui prescrire, mais ça se fait automatiquement avec un logiciel spécialisé, donc chaque enfant travaille sur un ordi et l'ordi pioche automatiquement les bons exercices d'une manière très individualisée, lui prescrire des exercices qui sont rangés dans des livrets. Artificiellement, on a représenté et simplifié les difficultés des exercices dans des livrets de niveau croissant, A, B, C, D, etc., parce que c'est plus facile à gérer pédagogiquement pour les enseignants. Mais voilà un exemple d'application de ce type de modèle. Je vous montre mon deuxième exemple, qui est un petit peu plus abstrait, avec le même modèle, parce qu'au fond, ce modèle-là, qui initialement a été développé par Rasch en 1960, spécifiquement pour les tests de compétences cognitives, en fait, on s'est rendu compte, en psycho, qu'on pouvait l'utiliser à chaque fois que cette structure du qui peut le plus, peut le moins, se trouvait vérifiée. Et tout d'un coup, on a découvert que dans beaucoup de domaines, on pouvait retrouver une telle structure. Et là, c'est un exemple qui vient d'une étude qu'on avait faite il y a quelques années avec un étudiant, Antoine Krakowski, à Rennes. Plusieurs lycées nous avaient contactés parce que eux, ils observaient une augmentation assez spectaculaire du tabagisme chez les lycéens. C'était assez paradoxal à l'époque parce qu'on voyait la population adulte diminuer sa consommation de tabac et en parallèle, elle semblait littéralement exploser chez les jeunes. C'était pas totalement indépendant de certaines campagnes ciblées des marchands de tabac, par ailleurs. En tout cas, ils avaient besoin, pour pouvoir cibler des interventions, ils avaient besoin d'un outil de mesure de la gravité, en quelque sorte, du tabagisme chez les jeunes. Donc Antoine, l'étudiant, a passé pas mal de temps à éplucher la littérature clinique, de psychologie clinique sur la dépendance au tabac, spécifiquement chez les adolescents, et il a repéré 32 indicateurs comportementaux qui étaient classiquement utilisés dans les études pour mesurer l'accroche au tabac chez les jeunes. Et il les a réunis dans un questionnaire unique que nous avons fait passer à un très grand nombre de 350 ou 250, je sais plus, de 350 dans plusieurs lycées pilotes de la région rennaise. Le format de réponse, cette fois-ci, vous le notez, c'est plus un format de réponse en réussite-échec, c'est un format de réponse certes binaire, mais qui veut dire désormais le critère comportemental est présent ou absent. Donc cette logique peut être appliquée, bien entendu, à n'importe quel tableau clinique que vous savez décrire avec des indicateurs non ambigus. Voilà ce que ça donne quand on utilise le modèle de Rasch et qu'on l'applique à ces différents critères. J'ai représenté en superposition les fréquences de oui, c'est-à-dire les fréquences de présence des différents indicateurs. Je vous montre juste 6 des 32 indicateurs ici, pour illustration. Deux des indicateurs, nous les avons écartés parce qu'ils ne collaient pas bien au modèle, mais les 30 autres offraient une bonne représentation au sein du modèle. Et ce qui est intéressant, la raison pour laquelle je vous montre cette diapo, c'est à la fois pour prendre conscience de tout le décalage qu'il y a entre le modèle
et puis ce qui est empiriquement observable avec ces fréquences, ici figurées par des points. Mais aussi, ce qui est intéressant, c'est de procéder à une interprétation a posteriori de l'ordre dans lequel les indicateurs sont rangés à la fin de l'analyse. En particulier, vous voyez comment le premier indicateur, ici je fume essentiellement dans les soirées, est un indicateur qui, au fond, ne requiert pas beaucoup du trait latent, pour l'instant je ne le nomme pas, c'est-à-dire de la position ici le long de la dimension. Il ne s'agit plus d'une compétence ici, on va voir tout de suite de quoi il s'agit. En tout cas, il faut peu de cette disposition qui est mesurée horizontalement ici pour voir tout de suite arriver une probabilité assez élevée de répondre oui à cet indicateur-là. Par contre, il en faut un petit peu plus de cette, je vais l'appeler quand même comme ça pour l'instant, compétence cachée, pour dire que je fume essentiellement après manger. Et on sait l'association qu'il peut y avoir entre le tabagisme et le fait de manger, ou en tout cas la fin du repas. Il en faut encore plus pour répondre oui à la question « je fume à l'intercours », puis encore plus lorsqu'il s'agit de fumer pour se concentrer, et là on commence à toucher à des indicateurs très classiques de la dépendance, chez les adultes notamment. Il en faut encore plus pour répondre oui à la question « je fume pour éviter les sensations négatives que j'ai quand je ne fume pas ». Et là encore, on a franchi un niveau dans la dépendance. Et enfin, je planifie mes activités en fonction de mon planning de tabagisme, en quelque sorte. C'est-à-dire, je regarde tous les combien je vais avoir besoin de fumer dans la journée, et mes activités viennent prendre place entre ces phases où je fume. Et là, on est très clairement dans la dépendance. Au final, quand on voit l'ordre dans lequel les indicateurs sont naturellement rangés après analyse, on peut valablement interpréter la dimension sous-jacente, mais ça vient, vous le comprenez maintenant, a posteriori, on peut valablement interpréter la dimension sous-jacente comme réellement une dimension de dépendance au tabac. Et par conséquent, les scores estimés des personnes le long de cette dimension eh bien, vont pouvoir être utilisés concrètement, par exemple, pour cibler des modes d'intervention spécifiques. On saura désormais dire que pour tel jeune, c'est une intervention vraiment spécialisée qu'il faut avoir, tandis que pour un autre jeune qui serait plus à gauche sur le continuum, on est plus dans un tabagisme qu'on qualifierait de social, par exemple, et naturellement, ce n'est pas le même type d'intervention. Donc voilà un exemple, un deuxième exemple. J'avance à mon troisième exemple, et là on grimpe encore un niveau, si vous voulez, dans l'abstraction, mais la démarche va être la même. Il va nous falloir un modèle sur ce qui relie ce qu'il m'intéresse de mesurer et les indicateurs objectifs que j'en ai. En fait, les psychologues savent assez bien mesurer les étapes par lesquelles on passe quand on doit changer quelque chose de son comportement. Il y a plusieurs modèles pour ça. Là, je parle de modèles qualitatifs par nature. Et là, je vais vous parler de l'un de ces modèles qui s'appelle le modèle des stades du changement de Prochaska. C'est un modèle qui s'applique à différents domaines. Il a été initialement développé dans le champ des addictions, mais il est utilisé depuis pour étudier la façon dont les gens changent quand ils doivent changer de régime alimentaire, quand ils doivent se remettre à faire du sport, quand ils doivent changer quelque chose d'un aspect de leur vie qui est important. Et ce modèle est caractérisé par 5 étapes. Une étape numéro 1 où on n'a pas du tout envie de changer. Une étape numéro 2 où on a conscience qu'il faut changer. Une étape numéro 3 où on a déjà fait quelque chose pour changer. Une étape numéro 4 où le changement est engagé mais il est tout récent. Et une étape numéro 5 où le changement est engagé depuis plusieurs mois et en phase de consolidation. Ça reste très superficiel et très qualitatif, mais ce qui était intéressant dans ces premiers travaux qui ont démarré aux alentours des années 75-74, ce qui était intéressant, c'est que très tôt, les auteurs se sont aperçus qu'en procédant à ce découpage très simple et très intuitif, eh bien, ils étaient capables de mettre en évidence le fait que les processus de pensée et les actions concrètes des gens n'étaient pas les mêmes selon les 5 étapes qu'ils avaient définies a priori. Par exemple, en ce qui concerne le tabac, la diapo que vous avez là vous montre l'application de ce modèle spécifiquement à l'arrêt du tabac, qui est un champ d'application possible pour le changement comportemental. Eh bien, ils se sont aperçus que le passage de la non-motivation au fait d'envisager comme souhaitable le changement était caractérisé de façon dominante par des modes de pensée où, d'une part, on prenait plein d'informations dans l'environnement. Quelles sont les méthodes pour arrêter de fumer? Quels sont les moyens à ma disposition? Quels sont les centres de documentation? Que sais-je? Quels sont les centres de tabacologie à proximité? On percevait davantage l'impact sur l'environnement de son propre tabagisme. On commençait à ressentir des réactions émotionnelles plutôt négatives par rapport à son tabagisme. On se remet en cause.
On a plus conscience du fait que l'environnement développe aussi des stratégies pour prévenir le tabagisme, alors que quand on est dans le stade de la non-motivation, limite, on s'en aperçoit pas. Et puis, quand on veut passer du stade 2 au stade 3, eh bien, on voit que les gens se remettent davantage en cause dans leur système de valeurs. On a des discours du type « je me définis dans la vie plutôt comme quelqu'un d'autonome et d'indépendant, et au final, dimanche soir, j'ai fait 25 bornes pour trouver un tabac ouvert ». Quelque part, ça entre en conflit avec mes valeurs, cette affaire-là. Donc, on voit ces mécanismes d'auto-réévaluation se mettre en place dans cette transition-là. Et puis ensuite, on voit les gens davantage, dans le passage du stade 3 au stade 4, essayer concrètement de mobiliser leur volonté pour contraindre leur consommation. On les voit faire appel davantage à leur environnement proche pour être aidés dans l'arrêt du tabac. On les voit essayer de remplacer le tabac par une autre activité pour jouer le rôle de contre-conditionnement. Et puis dans la dernière transition, on voit les gens, de manière plus sophistiquée, essayer d'organiser les renforçateurs, c'est-à-dire les récompenses pour le fait d'arrêter ou de ne pas fumer. Et enfin, on les voit également davantage essayer de contrôler tout ce qui dans l'environnement peut leur donner envie de fumer, en essayant d'écarter tout ce qui pourrait être cendrier, allumette ou que sais-je. Bon. Ça, c'est purement descriptif, qualitatif, et ça courait dans la littérature depuis 1979, donc sous la plume de Prochaska et ses élèves. Et nous, ce qu'on a essayé de faire, c'est d'en proposer une version quantitative. Et on s'est dit la chose suivante. Au fond, il est peu vraisemblable dans cette situation que nous ayons affaire à un phénomène du qui peut le plus, peut le moins. Le modèle de Rasch paraissait pas nécessairement le plus approprié dans cette situation-là, parce que on peut assez facilement imaginer comment, par exemple, quand vous commencez à réfléchir à l'idée d'arrêter de fumer, ça vous stresse un peu parce que, à la fois, vous savez bien que ça va causer des problèmes sur votre santé sur le long terme, et puis en même temps vous y êtes attaché parce que c'est une vraie source de plaisir, donc ça vous met en situation de conflit. Mais dès que vous avez commencé à faire quelque chose et que vous constatez que vous y arrivez un petit peu, normalement on s'attend plutôt à ce que ça diminue votre réponse émotionnelle. Donc en réalité, le mécanisme ici d'évolution psychologique sous-jacente que nous allons supposer n'est pas un mécanisme où tout augmenterait simultanément tout au long du parcours, mais tout augmenterait à un moment donné pour diminuer quand un mécanisme ou un processus plus approprié commence à poindre le bout de son nez, qui à son tour va diminuer parce qu'un autre processus plus sophistiqué va grimper, et ainsi de suite, dans une cascade de processus qui sont appropriés à un moment donné et qui ne l'étaient pas auparavant. Ce mécanisme-là est différent. En psychométrie, on appelle ça un modèle du dépliage pour des raisons historiques, parce que l'analyse qui est derrière procède en quelque sorte effectivement à un dépliage mathématique des fonctions de réponse qui sont en U inversé cette fois-ci. Et on a commencé à développer une famille de fonctions qui d'ailleurs nous permet de ne pas avoir à choisir entre une fonction croissante et une fonction unimodale, comme on dit, une fonction en U inversé comme ça. En ayant un modèle où, si jamais vous êtes sur la plateforme interactive, je ne sais pas si c'est le cas, mais vous pouvez jouer avec le curseur gamma, et ici le paramètre gamma est très exactement celui qui change la forme de cette courbe. Elle peut être soit totalement croissante comme dans le modèle de Rasch, ou bien prendre cette forme unimodale selon la valeur que vous accordez à ce paramètre. Les deux autres changent la hauteur globale de la courbe et le delta change la position horizontale de la courbe. Donc on a 3 paramètres de flexibilisation sur ce modèle-là. Et quand on applique ce modèle à des réponses que nous ont apportées les gens sur toute une série d'indicateurs par questionnaire qui ont été obtenus, donc avec un dérivé du modèle de Prochaska, des descripteurs de Prochaska, voilà ce qu'on trouve. À gauche, vous avez ce qui était publié classiquement dans la littérature, c'est-à-dire des moyennes par stade, d'accord, avec des graphiques qui sont évidemment très bruités, moyennes par stade, des moyennes sur chacun des indicateurs principaux qu'ils se donnaient. Et puis à droite, ici, vous avez l'estimation que nous avons des fonctions de réponse, qui ne sont plus, on le voit, purement cumulatives, mais qui sont unimodales. Et ces courbes ont quelque chose d'intéressant, c'est que tous les critères dits cognitifs, c'est-à-dire qui renvoient davantage à l'intention d'arrêter, sont plus précoces, légèrement plus précoces que les critères plus comportementaux qui sont ici figurés en noir sur le graphique. Autrement dit, manifestement, le gradient que nous sommes en train de retrouver ici dans cette analyse est comme un continuum cognitivo-comportemental, mais avec une lecture complexe qui n'est pas celle du qui peut le plus, peut le moins que j'ai commenté tout à l'heure, qui est celle où une succession de processus vient inhiber le précédent, augmente en intensité en inhibant le précédent, et ainsi de suite en cascade. Vous allez me dire, ok, et qu'est-ce qu'on gagne à procéder ainsi avec cette analyse-là? Est-ce que
la position des sujets qui est retrouvée ici, là où on catégorisait avant en grosses étapes, désormais chaque individu est mesuré par une coordonnée sur une droite réelle. Est-ce que cette position a un certain pouvoir prédictif sur le comportement des gens? Eh bien, regardons en effet ceux qui, avec ces scores, sont des fumeurs long terme ou au contraire des gens qui ont arrêté depuis un certain temps. C'est-à-dire, essayons de voir quel est le lien entre les coordonnées que nous avons ici et puis les différents stades du changement tels qu'ils sont qualitativement définis par Prochaska. Eh bien, vous avez les sous-distributions correspondantes ici pour ces 5 stades de Prochaska et vous pouvez voir que les positions moyennes par stade, globalement, sont positionnés de la gauche vers la droite, ce qui veut dire que le score en question, tel que nous l'avons obtenu dans l'analyse et la modélisation, permettent très bien de discriminer les différents stades qualitatifs qui existaient auparavant dans la littérature. Donc, d'une certaine façon, nous savons prédire qui va arrêter de fumer à plus long terme, juste en regardant le score sur cette dimension. Je ne vous ai pas mis de diapo sur cette partie prédictive, mais faites-moi confiance. En tout cas, c'est publié, si jamais vous étiez intéressé. On peut prédire qui va arrêter de fumer avec une plus forte probabilité et qui, en particulier, va arrêter de fumer à long terme. En conclusion, vous avez compris l'idée. Mesurer en psychologie, c'est toujours construire un modèle de la façon dont la réalité psychologique interne qu'on cherche à mesurer arrive jusqu'à nos yeux. Et on appelle ça reconstruire une fonction de réponse. Et cette fonction de réponse, il faut faire une hypothèse sur la forme qu'elle va prendre pour espérer pouvoir ensuite en induire une mesure. Après, naturellement, ce modèle-là doit être validé à la fois dans son homogénéité. Est-ce qu'on retrouve bien une seule dimension? Des fois, c'est pas suffisant, il en faut 2 ou 3. Et ici, ça marchait bien en une seule dimension. Dans son ajustement aux données, et là, ce sont des critères statistiques de vraisemblance qui nous y aident. Et puis, dans son pouvoir prédictif, est-ce que ça nous aide à prédire le comportement, en probabilité, s'entend. Avant d'en tirer toute conclusion, ce sont les étapes de validation que nous devons faire en tant que psychologue. Merci pour votre attention. Merci pour votre conférence. J'aurais une question sur des... parce que pour arrêter de fumer, on comprend bien que ce soit mesurable, mais j'aime bien les tests sur les 5 critères, les 5 axes de personnalité, je ne sais pas comment on dit exactement, mais vous devez... Les 5 facteurs. Les 5 facteurs, voilà. Et du coup, mais je me pose des questions sur la valeur que ça représente vraiment. Hein, par exemple, si on prend le critère sur la confiance qu'on fait aux autres ou la méfiance qu'on a par rapport aux autres, les traits un peu éventuellement paranoïaques ou pas. Bon. Moi, j'ai un score de confiance gigantesque qui fait qu'il faut quand même que je me méfie parce que, bon, mais ma fille, j'ai une fille qui est tout en bas. Mais du coup, on se pose des questions sur la valeur de ça. Et bon, donc, est-ce que vous avez aussi travaillé sur ce genre de choses, sur ces critères qui sont plus subjectifs que est-ce que j'arrive à arrêter de fumer? Oui. C'est une très bonne question, c'est un très intéressant domaine d'application. Je m'empresse tout de suite de vous dire que j'ai en effet beaucoup travaillé sur l'évaluation de la personnalité et que ma position sur la question ne ressemble pas du tout à ce modèle dominant en 5 facteurs qu'on voit en effet beaucoup dans la littérature. Donc pour les gens qui ne connaissent pas, en effet, traditionnellement en psychologie, depuis maintenant plusieurs décennies, on décrit la personnalité en 5 facteurs. L'instabilité émotionnelle, l'extraversion, c'est des facteurs bipolaires, donc à chaque fois il faut penser l'inverse, instabilité versus stabilité émotionnelle, l'extraversion-introversion, l'ouverture à la nouveauté versus le conservatisme, l'agréabilité, conciliabilité versus quasiment la paranoïa, et puis la conscienciosité dans son travail versus une forme d'impulsivité. Comment on a établi ces différentes dimensions? Par analyse statistique sur de très grosses cohortes de personnes à qui on a posé des centaines de questions comportementales sur la façon dont elles agissent au quotidien avec les autres ou dans leur vie pratique. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé quels étaient les grands axes de variation dans la réponse qu'ont apporté les gens à ce type de questions. Donc ça veut dire qu'au fond, ces axes sont déterminés techniquement par analyse en composante principale, c'est-à-dire qu'on regarde comment les individus se différencient le plus dans la manière dont ils répondent à des questions qui portent sur ces 5 dimensions, et des questions, il y en a 240, donc on essaye de balayer un champ assez large. Pourquoi j'ai dit que ma position sur la question est très différente de ce qui se dit dans la littérature internationale? Parce que ce serait trop long d'en parler ici, mais les analyses qui sont utilisées techniquement pour mettre en évidence ces dispersions, les analyses en composantes principales, produisent plus de facteurs que nécessaire pour le type de données qu'on leur donne à manger, qui sont typiquement
des échelles de réponse en 5 points. Des échelles de réponse bornées avec un minimum et un maximum. Et on peut montrer facilement que le simple fait de donner ce type de format de réponse à des gens crée des non-linéarités dans les relations entre les réponses qu'ils apportent à des questions différentes. J'ai pas envie d'être trop technique, mais alors même que la méthode en elle-même ACP est une méthode linéaire dans son principe, elle essaye d'extraire de corrélations des grandes tendances, eh bien on peut montrer qu'en réalité, certaines de ces corrélations sont un peu artefactuelles et liées à la nature bornée des données. Donc, quelle est la solution? La solution est d'utiliser plutôt les modèles que je viens de vous présenter, qu'on appelle en psychométrie les modèles de réponse à l'item, c'est ainsi qu'ils sont connus, parce que ces modèles, avec cette forme de fonction plafonnée, prend naturellement en compte la nature bornée des données et échappe à la critique d'avoir à inventer plus de facteurs que nécessaire. Et qu'est-ce qui se passe quand on fait ça? Et c'est là-dessus que j'ai travaillé. Eh bien, en fait, on trouve qu'on obtient une relativement bonne représentation, non pas en 5, mais en une seule dimension. Simplement, la dimension est fortement bipolaire. Elle met en opposition assez fortement ce qui était classiquement distingué comme des facteurs différents. Elle met en opposition l'instabilité émotionnelle avec l'extraversion. Et puis, entre les deux, trouvent leur place les autres facteurs qui sont comme des colorations comportementales différentes sur un même continuum. Donc, ça ferait l'objet d'une conférence entière que de parler de ça, mais j'ai peur que ma réponse soit pas très, très académique au sens littéral du terme à cet égard. Si vous allez sur ma page Rennes 2, si vous cherchez Yvonique Noël Rennes 2, vous tomberez sur ma page académique et la toute première entrée, c'est un travail sur la gestion des émotions, mais c'est totalement la même solution qui est trouvée que celle qu'on trouve avec les facteurs de personnalité. Donc jetez un coup d'œil, si ça vous intéresse, vous aurez des pistes. La question qui nous occupait fondamentalement était de savoir dans quelle mesure déjà est-ce qu'on peut mesurer l'humain. Et finalement, d'emblée, l'argument était de dire que pour mesurer, il va s'agir de voir comment est-ce qu'on peut construire des modèles. D'où le lien direct avec ce qui nous occupe aujourd'hui à Time World, la question de la construction de manière générale. Or, en fait, de manière générale, si on s'intéresse à des cas, par exemple, de physique, si je veux mesurer la température pour ensuite en construire des modèles physiques, ici, il s'agit seulement, on va juste regarder la température qu'il fait sur un thermomètre à partir d'un instrument et on va pouvoir après ordonner les données et en inférer des modèles. Ici, l'argument est extrêmement fort. Il s'agit de dire que, en ce qui a trait à l'humain, on va devoir passer par une phase de construction de ce qu'on va devoir mesurer. Donc finalement, en fait, la mesure ne tient pas du donné immédiat. Il s'agit d'une première construction, d'un premier agencement, d'un premier ordre à mettre pour pouvoir ensuite construire des modèles. Or, la construction de la mesure, ici, est fondamentale parce que l'humain nous apparaît dans toute sa variété, dans toute sa diversité. Si j'anticipe un petit peu en prenant la question, par exemple, de l'école, s'il va falloir expliquer à ses parents pourquoi j'ai une mauvaise note, on peut dire que j'ai été fatiguée, on peut dire que c'est la faute du prof parce que l'exercice était tellement mal posé, on peut dire que en fait, j'ai mal copié sur mon voisin. Enfin bref, la multiplicité des arguments donnés, il y en a autant que d'humains sur Terre. Donc à partir de là, face à cette hétérogénéité fondamentale de cette matière, il va s'agir de construire la mesure pour pouvoir passer d'un plan qualitatif à un plan quantitatif et ainsi arriver à une appréhension de la manière dont on fait la science dans nos sociétés occidentales contemporaines, à savoir décrire des phénomènes, les expliquer et enfin possiblement les prédire. Pour pouvoir donc construire une science donc du comportement humain et pouvoir avoir une emprise sur tout ce champ des possibles, il va s'agir donc, dans le domaine dans lequel on était aujourd'hui, à savoir la psychologie et plus en particulier la psychométrie, de réussir à distinguer différentes normes comportementales, en pouvoir en inférer des modèles statistiques pour pouvoir possiblement ensuite prédire les comportements. Pour ce faire, donc,
Nous sommes intéressés à 3 modèles différents, 3 cas différents, allant donc d'une démarche de construction de la mesure du plus concret au plus abstrait, en tout du moins aussi dans les perspectives qu'on peut leur offrir par la suite. D'abord, donc, il s'agissait de voir donc, une aptitude cognitive, savoir donc l'aptitude que peuvent avoir des élèves à comprendre l'implicite d'un texte ou pas. Ici, il s'agissait donc de réussir à corréler le niveau de difficulté des exercices avec la performance des élèves. Donc à partir de là, en se basant sur le principe de qui peut le plus, peut le moins, on peut ranger les items par des niveaux de difficulté croissants, et en inférer la probabilité de réussite ou pas des élèves et donc leur niveau de compétence face aux différents exercices donnés. Donc là, ici, on arrive à faire un lien entre la difficulté des exercices et la compétence des élèves pour pouvoir notamment pouvoir adapter la difficulté des exercices à ce qu'on attend du public cerné. Donc ici, il s'agit de corréler des éléments dont la capacité de mettre en quantitatif reste d'un niveau de concret assez simple, notamment par le fait qu'on puisse voir la réussite en termes binaires où c'est réussi, c'est pas réussi. Or, dans le deuxième exemple proposé, donc mesurer la dépendance au tabac, déjà un premier passage est fait parce que à travers ce phénomène du tabagisme chez les adolescents, encore une fois, l'argumentaire qui peut être présenté derrière est extrêmement vaste. Donc là, il s'agit donc de construire des questionnaires avec différents items pour pouvoir cerner les différents comportements. Donc là, ici, la manière de construire la mesure et l'agencement ensuite des différents indicateurs pour mettre en avant différents degrés de dépendance passe un cap et ainsi permet une interprétation plus fine de cette question de la dépendance au tabac. Dernier exemple, mesurer la maturité d'une décision. Donc là, on passe à un niveau d'abstraction un petit peu plus élevé encore. Et là, ici, il s'agit de mobiliser d'autres types de modèles pour pouvoir voir et établir différents indicateurs pour pouvoir voir les différents stades de changement qui permettront de voir notamment dans quelle mesure est-ce que quelqu'un serait susceptible d'arrêter de fumer ou pas et aussi d'arrêter de fumer sur le long terme. Ici, ce dernier exemple permet de voir dans quelle mesure est-ce qu'on peut passer d'un descriptif et d'un quantitatif et de comportement extrêmement qualitatif à pouvoir les cerner en termes quantitatifs et ainsi permettre de construire des modèles à partir desquels on pourra induire en termes de probabilité le succès ou l'échec de cette capacité à arrêter de fumer. Donc, de manière générale, ici, on pourra vraiment réinsister sur cette thèse forte de dire, en ce qui a trait à l'humain et à la mesure de l'humain, la spécificité est que on est face à des mesures construites et c'est une condition même sine qua non si on veut pouvoir rétablir d'abord une description, puis une explication, puis une prédiction des différents comportements humains. Je vous remercie beaucoup.